Amis sportifs, bonsoir, bienvenue sur Label TV, la plus panafricaine des télévisions. Ici, vous êtes sur Gensport, comme tous les lundis, à 21h à Libreville, 20h de Dakar. Ce soir, on a un sommaire qui va commencer un peu, comme on dit au quartier, tristounet tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on va parler de ce match en hommage à Guy Mbina, l'international football gabonais, ancien capitaine d'équipe nationale des Panthères, j'ai plutôt envie de dire Azingo National. Et sur ce plateau, pour parler de ce match en hommage à Guy Mbina, nous recevons François Amégas, lui aussi, ancien capitaine de l'équipe nationale du Gabon, à l'époque on appelait Azingo. Bonsoir François. Bonsoir. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Comme d'habitude, nos consultants maison, donc en commençant par Mermoz. Mermoz, bonsoir. Bonsoir. Aziz. Bonsoir Aziz. Aziz, sans plus attendre, on va vous laisser. Alors, le François, temps on sait que vous êtes l'une des figures, sinon la figure emblématique du national Azingo à l'époque. Est-ce que vous pouvez revenir avant d'évoquer ce match sur votre rencontre avec le défunt Guy Mbina, d'abord dans les stades du national foot et ensuite en sélection nationale? Bon, il faut dire que Guy Mbina, avant d'être en sélection, nous nous sommes connus à l'université en 86, avant qu'il ne vienne en sélection. Il jouait encore à Cal, à Libreville. Et ensuite, à 105, d'où il a eu la sélection en équipe nationale en 1988, où j'ai eu l'occasion de le côtoyer. Mais déjà au préalable, à Port-Gentil, alors que nous étions encore à l'école secondaire. Il était au lycée d'État de Port-Gentil, moi j'étais au collège Rapunda Walker. Et nous avions souvent des rencontres dans le cadre scolaire à Port-Gentil. Et en plus de cela, on a été retenu par la sélection provinciale de l'Ogooué-Maritime pour jouer les Jeux de l'Oxu dans le département du football. Et donc, ce n'est pas que en équipe nationale que nous nous sommes connus bien avant d'arriver en équipe nationale. Donc, Et donc, cette disparition brutale, on va dire, a laissé en plan certains projets que vous avez certainement en commun par rapport à la gestion du football national. Vous aviez certainement en commun des aspirations pour peut-être réformer les choses? Oui, effectivement, M. Mbina s'est lancé dans cet objectif-là, notamment déjà la prise de la LINAF, des élections auxquelles il a été battu par M. Bika, malheureusement, alors qu'il avait un bon projet et il prévoyait de mettre en place les moyens propres au sein de la LINAF. Bon, ce qui n'a pas, je vais dire, profité à cette LINAF qui aujourd'hui a parfois des problèmes elle-même à se gérer et qui doit toujours attendre la subvention de l'État avant de fonctionner. Alors qu'on devrait passer cette étape-là aujourd'hui. Aujourd'hui, on se rend compte que le championnat n'est même pas encore lancé, alors qu'il devrait l'être depuis, on va dire quoi, peut-être un mois déjà. Ah. Donc, toutes ces difficultés ont fait en sorte que aujourd'hui, nous vivons ce que nous avons maintenant, alors que peut-être que s'il avait bénéficié de la présidence de la LINAF ou encore une place dans le bureau de la fédération, beaucoup de choses se seraient améliorées, je pense. Oui, moi, je vais rebondir là-dessus, évidemment. Nous croyons que sans évidemment, je ne dirais pas à 100%, sans évidemment l'apport de l'État, on peut jouer au football au Gabon. Parce que le fait que vous le soulignez évidemment, ça prouve à suffisance qu'il y avait un plan d'action qui était derrière, Mermoz.
Bien sûr, moi j'ai toujours dit que je regrette le fait que dans le monde du foot actuel, surtout dans la gestion du football, il manque vraisemblablement beaucoup de sportifs et notamment ceux-là qui ont été acteurs et qui ont vraiment compté dans les différentes disciplines sportives de notre pays, notamment pour le football. Et, François Mégas, Guy Anoto, ils sont nombreux ceux-là qui ont fait les beaux jours du football gabonais que l'on ne voit même pas dans on va dire les sphères de décision ou de prise de décision pour l'amélioration, pour les réformes de notre football. Et avec Guy Bina qui en plus avait réussi à se muer en véritable homme d'affaires, donc il y avait déjà ce côté de la gestion managériale des choses, plus son apport sur sa connaissance des problèmes sportifs du pays. Je crois que ça aurait fait peut-être aussi un assez bon dirigeant pour le football gabonais. François, il y a une interrogation. Est-ce que finalement, ce n'est pas aussi parce que la plupart des anciens que vous êtes avaient choisi d'évoluer en marge de la gestion des affaires du football et peut-être même avaient choisi de ne pas vous reconvertir en vous spécialisant dans la gestion de votre discipline? Bon, il faut dire que pour les anciens que nous sommes, du moins de notre génération, beaucoup, c'est vrai, on joue au football. On fait preuve d'un talent énorme, mais cependant, en dehors du football, ils avaient d'autres activités. Et donc, ils se sont plus mués du côté des activités qu'ils avaient en dehors du football pour abandonner le football un petit peu. Bon, c'est vrai qu'on essaye de recoller les morceaux aujourd'hui, mais c'est pas tout à fait cela. Tout le monde n'est pas impliqué. Tout simplement parce qu'il y a d'autres occupations en dehors du football. D'ailleurs, quand on regarde aujourd'hui, combien d'anciens footballeurs, quand il y a les matchs internationaux ici se jouant, viennent au stade, combien il y en a? Et pire encore, ils se découragent parce que aucune main ne leur est tendue pour que cela puisse se faire. Quand on voit toutes les instances qui ont été mises en place à la fédération, au ministère, combien d'anciens footballeurs ont été impliqués? Il n'y a pas du tout. Oui, moi je pense qu'on en avait débattu un peu ici, je me demande si c'était peut-être pas la semaine passée, où je disais que ces anciens, parce que quand vous avez fait un tout petit peu l'historique, vous êtes connus non seulement en scolaire, quand je dis scolaire, pour ne pas parler universitaire, c'est pourquoi j'ai dit scolaire, et en plus à l'université. Donc il y a quand même de ceux-là, faut le dire, il y a de ceux-là qui ont quand même mis des garde-fous en se disant que si le football ne nous donne pas ce peut-être nous aurions mérité, on ne va pas aller gratter la tête, on fait autre chose. Et c'est ce qu'a fait, entre guillemets, on parle ici quand même de Guy-Bina qui nous a quittés en se relançant dans les activités autres que sportives et a réussi. Mais oui, mais cela n'empêche pas aussi que les mécanismes soient mis en place pour que les anciens soient reconvertis, notamment en matière de gestion du sport. C'est-à-dire que, mis à part les activités personnelles, individuelles, il y a quand même sur le plan collectif une organisation à mettre en place, ce qui, de mon point de vue, est quand même différent de ce que chacun peut avoir investi pour son propre prestige. Mais là, il s'agit de rendre service au pays à travers, de mettre leur expérience à contribution pour que le pays en profite. Oui, je crois qu'il a si bien dit aussi. Ils ont attendu cette main tendue. On parle souvent parle souvent justement de cette main tendue. Ouais. C'est-à-dire, c'est vrai que peut-être on voudrait aussi qu'il se manifeste, mais en même temps, vu les moyens qui ont été mis ces derniers temps dans le football, on aurait pu, tout en mettant ces moyens, en voulant créer notamment le championnat professionnel, on aurait pu justement, pendant la réflexion, commencer à leur tendre la main. Et je disais justement qu'on parle du problème des formateurs. Ici, ils sont nombreux là qui sont encore vivants, paix aux âmes de ceux-là qui nous ont quittés, mais il y en a nombreux qui sont là encore vivants, prêts sûrement à servir dans la gestion du football. Et pourquoi pas justement avec ces moyens mis, les aider pour ceux-là, qui s'ils le veulent, faire les différentes formations, que ce soit de BEPF pour être entraîneur, de formateur pour être dans un staff technique,
pour pouvoir justement permettre le développement du football gabonais. François l'a si bien dit, François Mégaz l'a si bien dit, ils se sont connus en scolaire. On se rappelle la valeur qu'il y avait avec le football, les jeux scolaires et universitaires, ce que ça a apporté justement à notre football d'antan. Pourquoi pas essayer de reprendre certaines choses et de le relancer pour pouvoir relancer cette formation. On a vu la déception lors de la CAN des U17, qu'on a dû créer pratiquement une équipe à la hâte en 2 mois pour une compétition où les autres étaient fin prêts, ils avaient joué des éliminatoires, ils étaient tous prêts. On a vu la débat qu'on a eu à domicile et je crois que ça pourrait faire réfléchir et les impliquer dans cette formation des jeunes pour essayer d'avoir une relève. Et pourquoi pas, au lieu de dépenser autant d'argent pour les étrangers qui viennent pour l'équipe nationale, pourquoi pas un joueur national qui reprendrait le flambeau pour l'équipe nationale. Moi, je pense à Alain Dacosta qui a été le premier coach à emmener l'équipe nationale en quart de finale de c'était Thyssen, après c'était Dacosta. Bon, ok, c'était pour la petite histoire. C'était d'abord Jean Thyssen, après c'était Dacosta. Non, Dacosta, en tant que Gabonais, en quart de finale, c'est Dacosta. Avec François d'ailleurs. Dacosta qui nous coachait en 87 quand on a atteint les quarts de finale en Afrique du Sud. D'accord. Bon, Okay. La première qualification c'est M. Thyssen. Monsieur Thyssen, c'est ça. Ok, d'accord. Donc ici, c'est vrai, on va reparler de ça. On va quand même montrer l'élément on a parlé de ce match d'hommage à la mémoire de Guimbina qu'on va regarder. Après avoir accompagné leurs frères, leurs amis, leurs camarades, les membres de la grande famille du football gabonais ont tenu à rendre un dernier hommage à Guimbina, et ce, à travers ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire jouer au football. Cet espace qui est l'aire de jeu, c'est un espace qui a été longtemps affectionné par le défunt Guimbina, et aujourd'hui, c'est la clôture, je peux l'appeler ainsi, de ce deuil. Et les frères, les coéquipiers ont pensé bon se retrouver ensemble, partager ces moments qu'on avait l'habitude de partager avec lui. Le dossard numéro 3 de Bébé Odo est comme un seul homme. Plusieurs générations de l'équipe nationale d'Azingo aux Panthères se sont rassemblées. Si l'objectif n'était en rien la victoire, tous les acteurs présents sur et en dehors du terrain ont joué le jeu. C'est l'une des meilleures manières de dire au revoir à cet illustre disparu par ce match qui non seulement va consolider l'amitié, la fraternité parmi les footballeurs, mais aussi pérenniser cette unité que nous devons garder pour des événements futurs. Au sortir de cette rencontre qui n'avait d'enjeu que le plaisir partagé, tous ses frères garderont de Guimbina un souvenir particulier. Oui, François, des moments émouvants. Oui, parce que j'ai trouvé pendant ce match pas mal d'anciens partenaires, y compris les jeunes qui sont arrivés après nous, qui se sont alliés à nous pour rendre cette fête aussi belle que possible. Et j'en suis non seulement ému, mais très heureux de ce qu'on ait pu passer de bons moments durant ce petit match que nous avons joué ensemble. Et finalement, on sait qu'il y a une association d'anciens footballeurs. Est-ce qu'elle fonctionne effectivement ou bien vous vous retrouvez par à-coup ou en fonction des événements? Bon, déjà, il faut préciser que le défunt était président de l'association des footballeurs gabonais. Et cette association fonctionne toujours, puisqu'il y a des membres. Et qu'en dehors de cette association, il y a une autre association, l'association des footballeurs professionnels gabonais, que gèrent aussi quelques-uns de nos jeunes anciens internationaux partis de l'équipe nationale. Et donc, fort de ces deux associations, nous essayons de défendre les intérêts des joueurs
en activité? En activité aujourd'hui. Bon, puisque ceux qui ont raccroché n'ont plus aucun intérêt, sinon peut-être voir avec le ministère la possibilité de créer un statut pour le footballeur gabonais, parce qu'il n'y en a pas du tout, on l'a constaté. Et voyez-vous, pas mal de footballeurs aimeraient quand même avoir le minimum de reconnaissance, parce que ce n'est pas souvent le cas chez nous. Je le vois se faire sous d'autres cieux et dans d'autres fédérations. Et je sais qu'en 2010, par exemple, le ministre des Mesures, qui était ministre de la Jeunesse et des Sports, a essayé, pour sa part, de mettre à disposition des joueurs en équipe nationale, des anciens pour les conseiller, dont notamment moi, par exemple, je faisais partie des déplacements qu'effectuait l'équipe nationale déjà pour la CAN en Angola en 2010 et bien avant, pendant les éliminatoires. Il y avait aussi Valérie Ondo, Pierre Obam et Guy-Roger Nzamba. Mais malheureusement, ça n'a pas continué. Ils ont banni cette équipe-là et cette méthode-là. Vous avez souvent le sentiment quand même, justement, de ne pas être suffisamment pris en compte, suffisamment reconnu par le pays, parce que lorsqu'on est en équipe nationale, c'est le pays qu'on sert. La plupart d'entre vous avaient cette frustration-là, ce sentiment? Oui, ça je peux le dire. Hein. Je peux dire qu'on est souvent frustré. C'est clair. Parce que avoir les gens, par l'admiration qu'ils vouent à nous les anciens joueurs et pour ce qu'on a fait, bon, c'est vrai qu'on n'a pas remporté de Coupe d'Afrique ou on n'est pas allé à la Coupe du Monde, mais pour ce que je vois, je me rends compte que, bon, on a quand même fait quelque chose qui a marqué le public gabonais et qu'ils sont heureux de nous voir et souhaitent que nous allions vers les jeunes pour les encourager et essayer de les amener à rehausser le niveau pour qu'on ait des résultats assez favorable. Moi, je pense que vous resterez une référence pour moi j'ai envie de dire, ceux d'aujourd'hui et de la future progéniture. Parce que, oui, vous n'avez pas été en Coupe du Monde, première Coupe de l'UD, vous avez gagné la Coupe du LUDAC, vous avez été en Coupe d'Afrique des Nations jusqu'en quart de finale. Avant vous, on n'a jamais eu ça. Et après vous, vous dites les choses clairement, les choses s'empilent. Et après vous, les stades, ce sont des amplis. Et voilà, et les stades, c'est là où je voulais en venir, les stades, ce sont des amplis. Moi, je me rappelle un peu, à l'Omnisport, les gens, pour avoir des places, c'était sur les pylônes, parce qu'il n'y avait plus de places. Un stade de 45 000 places. Donc, c'est dit que votre génération continuera à marquer le Gabon. Et il n'y a pas de raison qu'on vous laisse sur le côté encore plus longtemps, parce qu'on a besoin de vous. Le Gabon a besoin de vous. Je n'ai pas envie de dire qu'on va conclure. On va continuer l'émission, évidemment. Le Gabon a besoin de vous. Et en continuant l'émission, on continuera, évidemment. François, on ne vous laisse pas partir, si vous nous permettez. Continuer à vous poser différentes questions par rapport à tout cela. Donc, on va parler maintenant de la finale retour de la Coupe de la CAF. Rappelez-vous, notre dernière émission, où je disais que le 2-1 du TP Mazembe risquait de ne pas être suffisant pour pouvoir finalement soulever le trophée, mais Mazembe nous a prouvé le contraire. On va regarder les images avant de faire les commentaires sur la rencontre. Le but inscrit à Lubumbashi n'aura pas suffi à Supersport pour soulever la première Coupe de la Confédération de son histoire. Ayant perdu par un but d'écart au match aller, il suffisait d'une seule réalisation aux locaux pour surprendre leur adversaire du soir. Le tout-puissant Mazembe, de son côté, voulait garder ses cages inviolées et ainsi conserver son dû. Ce sont même les protégés de Moïse Katumbi qui se créent la première occasion franche. Mais Adama Traoré rate son vis-à-vis face au gardien adverse. Supersport subit, mais ne plie pas. Les Matats. Le Paris Saint-Germain est inarrêtable depuis le début de la saison et écrase tout sur son passage. Le but, seconde période. Les Sud-Africains qui jouent le contre-la-montre se ruent vers l'attaque, mais en vain. Même l'expulsion de Kabasso côté congolais ne change la donne. À 10 minutes du terme du dernier match de la saison, les Corbeaux tiennent bon. Womé Dové tente une dernière fois de faire plier les Noirs et Blancs, mais rien n'y fait.
Le tout-puissant Mazembe, avec ce score de 0-0, soulève pour la deuxième fois la Coupe de la Confédération. Les Congolais sont les premiers à conserver leur titre depuis le doublé du club sportif Sfaxien en 2007 et 2008. Oui, mais moi, je vais me tourner vers vous, pourquoi? Parce qu'évidemment, la dernière émission, vous avez si bien dit que le TP Mazembe savait voyager. Ok, les statistiques étaient là pour le prouver, ils ont soulevé le trophée. Bien sûr, bon, on va dire aussi que l'expérience aussi était du côté du tout-puissant Mazembe. Il faut dire que Super Sport United arrive pour la première fois à ce niveau de la compétition jusqu'en finale. Donc ça a elle a fait une belle campagne. On avait même donné on va dire un peu le côté favori à cette équipe, tant les statistiques parlaient pour cette équipe sud-africaine. Mais je l'avais si bien dit la semaine dernière que le tout-puissant Mazembe, ça reste un gros monstre maintenant du continent, habitué à ces jeux internationaux. Rappelons que là, elle conserve ce titre de vainqueur de la Coupe de la CAF. Et en 3 ans, ce club a fait 3 titres continentaux. 2015, la Ligue des champions africaine. 2016, la saison dernière, cette Coupe de la CAF qu'elle conserve encore en 2017. Donc, c'est plutôt, on va dire, l'expérience qui a primé sur cette équipe de Super Sport United qui est arrivée, on va dire, à ce haut niveau de compétition continentale pour la première fois. Oui, ici on va quand même mettre en avant, il faut le dire, cet épée Mazembe, on connaît tous les problèmes extrasportifs par rapport à leurs dirigeants. On parle ici quand même de leur président. Malgré cela, François, le TP reste sur sa ligne. Le TP est stable. Stable, quand on dit stable, ils ont gagné la CAF l'année passée, ils gagnent cette année-ci. Et avant, c'était la Champions League. On ne parle pas de Champions League. Ne parlons pas de Champions League parce qu'on ne parlera plus de stabilité puisqu'ils ne sont pas de la Champions League à la CAF. Donc, c'est quand même une classe en dessous. Mais le fait d'aligner 2 trophées d'affilée prouve à suffisance que malgré tous les problèmes, on ne va pas s'étendre là-dessus parce qu'on va en parler à la troisième partie de l'émission. Le TP Mazembe répond toujours présent. Bah oui, parce que j'ai vu jouer cette équipe ici à Libreville face à Mounana. Et j'ai vu comment elle a joué, j'ai vu comment elle a développé le jeu et comment elle s'est imposée face à Mounana. Et donc, ce n'est pas une petite équipe et ce sont des joueurs déjà rodés qui ont participé à qui chaque année participent à cette compétition-là. Et donc, ça leur donne un avantage supplémentaire par rapport aux autres. Et ce qui fait qu'ils savent mieux gérer les matchs de compétition de ce genre-là que les autres. D'où la différence qui s'est faite. C'est-à-dire la différence à l'aller en gagnant 2-1 et au retour, ils ont géré en simplement contenant les assauts des Sud-Africains qui aussi étaient dans la même poule que Mounana. Donc vous voyez que finalement, on a eu fort à faire. Enfin, on s'est plaint en disant que bon, 3-0, 4-0 et tout ça, mais je me rends compte que ce n'étaient pas des petites équipes. Et qu'effectivement, Mounana a essayé de se mettre au niveau, mais c'était pas encore ça. C'était pas encore ça. Mais oui, Aziz, on parlait de ça lundi avec M. Tinkler qui disait que 2-1, un petit but en Afrique du Sud. Tinkler, évidemment, qui est je crois, c'est le coach de Super Sport. Oui, Aziz. Oui, en fait, ce que François souligne là, je crois que nous en parlions la dernière fois et on disait même que c'était peut-être une excuse un peu facile, mais finalement, c'est très vrai. Mais donc, moi, j'ai envie de retourner la question à François. Qu'est-ce qui a manqué finalement? Qu'est-ce qui manque à nos clubs pour franchir ce palier-là? On est toujours confronté à nos sempiternels problèmes de niveau de championnat ou bien c'est plutôt psychologique? Bon, pas seulement psychologique, mais quand on joue un match de Coupe d'Afrique, le tempérament, l'engagement, il est différent. C'est pas la même chose que le championnat. On se rend compte que Mounana se balade dans le championnat gabonais. Et quand on regarde le niveau du championnat gabonais, il n'est pas aussi élevé que ça. Et que Mounana aurait dû faire une meilleure préparation que celle que j'ai vue là. Parce qu'à mon avis, se préparer pour jouer la Coupe d'Afrique, c'est pas ce qu'ils ont fait là. C'est pas ce qu'ils ont fait. Bon, c'est pas pour dire que les entraîneurs sont mauvais, non. Mais il faut avoir une préparation plus relevée que celle-là. Parce que quand on voit le niveau, par exemple, de tout-puissant Mazembe ou des Sud-Africains, regardez combien de fois ils courent sur le terrain. Et combien de fois ils sont présents et combien de fois ils sont organisés dans le jeu.
Ce qui manque par exemple à Mounana. Et on remarque aussi qu'il y a des joueurs qui ne jouent pas en championnat, mais qui jouent en Coupe d'Afrique. Et tout ça, c'est quand même une défaillance quelque part pour cette équipe-là. Parce que nous, à notre époque, on jouait, tous les joueurs qui jouaient en championnat, les étrangers, ce sont les mêmes qui jouent en Coupe d'Afrique. Or là, ce n'est pas le cas. Ils sont obligés de les utiliser qu'en Coupe d'Afrique au lieu de les utiliser en championnat. On ne peut pas jouer une Coupe d'Afrique si on ne joue pas de championnat. Si on ne fait pas de compétition, on ne peut pas aller plus loin. Et donc, là aussi, c'est une faiblesse. Je pense que c'est vraiment pour conclure sur ce sujet-là. Oui. On ne peut pas aller jouer une compétition internationale sans avoir joué des compétitions au niveau local. Oui, comme il a si bien dit, c'est tout simplement pour être éliminé après 1 ou 2 ou 3 ou 4 matchs. Donc, tout simplement, manque de préparation. Parce qu'on a débattu aussi d'un problème il faut un nombre d'étrangers. Alors il y a des étrangers qui ne jouent que la Coupe d'Afrique, d'autres qui jouent le championnat. Qu'on ne s'étonne pas évidemment que nos clubs soient éliminés très très vite au niveau de la scène internationale. Donc je vois bien Améga, c'est un sujet assez passionnant. On va continuer, mais on continue, on aura encore le temps d'en parler. On va parler un peu de la Champions League européenne, on sort un peu de l'Afrique, la Champions League européenne, où on a 2 matchs, on a ciblé quand même 2 matchs, le PSG contre Celtic, on va commencer par le PSG contre Celtic, avant de voir Dortmund-Tottenham. Le Paris Saint-Germain est inarrêtable depuis le début de la saison et écrase tout sur son passage. La victime de la soirée, le Celtic Glasgow, le lieu, le Parc des Princes. Cueillis à froid d'entrée par les Écossais et un but de Moussa Dembélé, les Parisiens n'ont pourtant pas eu à forcer leur talent. 7 buts à 1. Le numéro 10 brésilien y va de son doublé dans son nouveau Disneyland. Puis Cavani en fait de même. Mbappé, Verratti et Dani Alves enfoncent un peu plus un Celtic aux abois. Au passage, les Parisiens battent le record du nombre de buts marqués en phase de poule, mais encaissent tout de même leur premier but de la saison dans cette compétition. Cette saison, Paris a inscrit 24 buts en phase de groupe, du jamais vu selon les statisticiens Opta. De quoi aborder avec confiance la dernière journée face au Bayern qui doit remonter 3 buts pour finir en tête du groupe. Amos, les statistiques sont là. Ah oui, les statistiques. C'est 0-1 après 10 minutes ou 5, je ne sais plus. Non, et puis finalement 7 buts après. Premier but de Moussa Dembélé, rappelons-le, c'est important, c'est très important. Formé au Paris Saint-Germain qui marque à la 50, c'était à la 56e seconde du match. Et après, je crois que ça a dû rêver tous les instants des Parisiens. Et on a vu cette grosse équipe dérouler sur le Celtic qui reste quand même un grand Écosse, mais on a vu qu'il y avait vraiment un gros écart de niveau entre les 2 équipes. Pour Paris Saint-Germain, toutes les stats montrent qu'elle fait, pour l'instant, ce Paris Saint-Germain fait une saison magnifique, tant individuellement pour certains joueurs que le groupe tout entier. Par exemple, rien que pour la Ligue des Champions, c'est 24 buts, du jamais vu, le record était à 22. Ils en ont mis 2 de plus que le record de buts marqués en phase de poule. Et c'est pas fini, il y a encore un match contre le Bayern. Un seul but encaissé pour l'instant, c'est la meilleure défense de cette Champions League. Rappelons que même en championnat, pour parler des stats individuelles, prenez un mec comme Cavani qui lui, en 14 journées se retrouve avec 16 buts et le seul qui a le record de buts en une saison, c'était Skoblar, avec le grand Skoblar de l'époque, qui avait marqué 44 buts en championnat français. Et on avait 17 à la même période. Cavani en a 16. C'est pour vous dire que en ce moment, le Paris Saint-Germain fait une saison de malade, comme on dit, une saison de champion d'abord de France, ça c'est sûr. On ne leur reprendra pas ce titre avec le match qu'on a pu voir face aux champions sortants Monaco hier dimanche. Mais par contre, en Ligue des Champions, pour l'instant, comme l'a si bien dit Messi tout dernièrement dans une interview, il y a 2 équipes qui dominent en Europe. Le Paris Saint-Germain de par ses stats et Manchester City aussi qui impressionne puisque là-bas aussi c'est 5 matchs, 5 victoires dans cette phase de poule. Mais je crois qu'il n'y a plus rien d'autre à dire là-dessus. On va regarder maintenant Dortmund. Dortmund, pourquoi? Parce que vous savez aussi pourquoi. Il y a un Pierre-Emerick Aubameyang qui est à Dortmund. On va parler un peu plus, on va insister un peu plus, on va faire plus de commentaires sur Dortmund. Je ne parlerai pas seulement du match, on parlera du match, mais sur Dortmund jusqu'en championnat d'Allemagne. On a les images de Dortmund. Le Borussia Dortmund recevait Tottenham à l'occasion de la 5e journée du groupe H de la Ligue des Champions. Au bord de l'élimination,
Les Allemands se devaient de l'emporter. L'équipe de Borussia ouvre même la marque par Aubameyang. Mais les Spurs de Tottenham reviennent avec de nombreuses occasions et finissent même par s'imposer 2-1, avec cette défaite conjuguée au large succès du Real Madrid face à Nicosie. Le Borussia Dortmund quitte cette Ligue des Champions la tête basse et sort par la petite porte. Les coéquipiers de Marco Reus sont englués dans une incroyable série noire. À peine 3 petits points au sortir de cette 5e journée. Une dégringolade en championnat alors que le Borussia caracolait encore en tête de la Bundesliga il y a à peine quelques semaines. Oui, François. Oui, Dortmund qui piétine avec notre capitaine des Panthères, Pierre-Emerick Aubameyang. Oui, il faut dire que cette saison n'est pas la même que la saison dernière et que parti en première position jusqu'à, je crois, 3e, 4e journée, pour aujourd'hui se retrouver en 3e ou 4e position, bon, c'est dire que l'équipe a énormément baissé et notre compatriote également, puisqu'il a marqué à cette période-là plus de buts qu'il en a marqué cette saison. Ce qui veut dire qu'il a un peu de mal, sans compter les sanctions dont il est l'objet. Bon, cela voudrait dire qu'on devrait peut-être lui tirer un peu les oreilles pour qu'il revienne à l'ordre et qu'il marque des buts. C'est le grand François qui dit ça, c'est vrai, il y a quand même quelque chose. Il y a un ressort qui s'est cassé. Est-ce que c'est parce que Reus, est-ce que parce que on se rappelle quand même que quand Reus jouait tous les matchs avec lui, là on parlait un peu de la saison passée, ça avait l'air de vraiment marcher parce que ce week-end de 4-0 à 4-4, Dortmund mène quand même 4-0 en championnat et les autres reviennent à 4-4 à la fin de la rencontre. Mais il faut dire quand même que Pierre-Emerick a émis le souhait de partir à un moment donné. Je ne sais pas si cet élément-là est à négliger parce qu'il, je crois que mentalement, il a pris un coup lorsqu'il a été amené à rester dans le club malgré lui. Mais est-ce que ça n'explique pas un peu les dérapages, les états d'âme qui lui ont valu certaines sanctions? On ne sait pas très bien. Enfin, à mon avis, je pense quand même que proposition véritable, nette, quelle est cette proposition qu'il a eue d'un club voulant le prendre avec, à son sein? En insistant. Quand je regarde le mercato, quand je regarde la fin de la saison et le début de la saison, toutes les propositions qui ont été faites, est-ce qu'une est allée à son terme? Pourquoi? Posons-nous la question. Parce qu'aucune équipe n'a forcé Dortmund à le prendre. Ce qui veut dire que, quelque part, il n'y a pas eu de proposition fondée, il n'y a pas eu de proposition réelle qui voulait que Pierre-Emerick parte de Dortmund à un autre club. Son coéquipier, Dembélé, a eu une proposition. Il est parti. Mais à ma connaissance, je n'ai pas vu de proposition avec des millions disant que nous voulons de Pierre-Emerick. Proposition concrète. La seule, en tout cas pour l'histoire du mercato de Pierre-Emerick, la première destination où on savait qu'il y avait une proposition, mais il ne voulait pas y aller parce que c'était plus là-bas pour le fric que pour le sportif, c'était la Chine. Maintenant, la seule proposition concrète qu'il y a eu en Europe, c'est celle de... À un moment donné, il était en discussion avec le Paris Saint-Germain. Maintenant, il y a eu une cassure entre le départ de Patrick Kluivert, qui était encore aux affaires au niveau de la direction sportive du Paris Saint-Germain, et l'arrivée d'Antero Henrique, qui lui, quand il arrive au poste de Patrick Kluivert, donc à la direction sportive du Paris Saint-Germain, arrive déjà avec le dossier Neymar dans sa valise et dit... fait comprendre le PSG qu'oublier le dossier Pierre-Emerick, j'ai un plus gros dossier que cela, notamment Alves qui est venu, et après ces deux grandes recrues en termes d'argent que sont Mbappé et Neymar. Maintenant pour le Dortmund lui-même, il faut dire qu'il y a aussi un
un naufrage un peu collectif. Beaucoup de joueurs sont partis, changement d'entraîneur. C'est vrai qu'au début, peut-être ça a été très beau. Ils se sont vus peut-être trop beaux au départ de la Bundesliga. Comme l'a si bien dit François, ils sont restés en tête, moi je crois, jusqu'à la 6e et quelques journées. Et après, une dégringolade, on parle on est maintenant, je crois, à 4 matchs en championnat sans victoire. Notamment ce week-end, ce 4-0 dans le grand derby, le match le plus important de Dortmund. Maintenant, dans la saison, on sait qu'il y a ce grand derby de la Ruhr, cette région riche en fer, qui a 2 grands clubs, que sont le Schalke 04 et le Dortmund de Pierre-Emerick, le Schalke où jouait à un moment donné Salomon Kalou. Alors 4-0 pour être repris à 4-4, c'est vous dire que le mal est profond, et je crois qu'aussi cette élimination précoce en Ligue des Champions a dû jouer dans les têtes de cette équipe de Dortmund ce week-end pendant ce derby de la Ruhr. Oui, on va nous montrer les tableaux évidemment de cette Champions League afin qu'on puisse les commenter, Mermoz. Là, on voit d'abord tous les différents scores, donc le Spartak de Moscou, Maribor, Porto, Beşiktaş, que des matchs nuls. Chelsea qui assure sa qualification avec Karabakh, l'équipe d'Azerbaïdjan. Le Bayern de Munich qui va s'imposer à Anderlecht, donc qui fait le travail parce que, rappelons-le, à un moment au match nul, on se disait que c'était tout cuit pour les Parisiens qui devraient terminer en tête. Donc on aura une belle finale dans le groupe du Bayern de Munich et du Paris Saint-Germain pour la première place. Même si on dit un avantage quand même, parce que est-ce que le Bayern peut donner 3-0, rendre 3 buts d'abord aux Parisiens et en mettre un de plus pour pouvoir prendre la première place? Parce que rappelons-le, là, en cas d'égalité en Ligue des Champions, c'est la différence de but particulière qui prime. Oui, ce qui est quand même aussi important à souligner ici, c'est la défaite de Monaco à domicile, alors qu'il ne leur restait que cette chance-là. Pour Monaco, je dirais qu'on est un peu dans le même cycle que cette équipe de Dortmund. C'est-à-dire, comme si on arrivait dans une fin de cycle. On a eu un Dortmund, même si c'est vrai que le Bayern a toujours été dominateur au niveau du titre en Bundesliga, mais on a toujours eu un Dortmund qui était fort, puissant, une équipe attrayante, avec notamment un Marco Reus qui est maintenant un peu en déliquescence sur le plan de la santé. Un Pierre-Emerick qui nous a fait quoi, 3 saisons d'affilée magnifiques, toujours à plus de pratiquement 20 buts la saison. Maintenant, c'est tout comme ce Monaco qui a été très beau pendant les 2 saisons qui sont passées, avec notamment ce titre l'année dernière. Et pour Monaco, je dirais que quand on ne sait pas garder l'effectif et qu'on ne sait pas aussi remplacer cet effectif, ça prend un coup. Ils ont perdu Mbappé, ils ont perdu Bernardo Silva, qui étaient pour moi les 2 fers de lance de l'attaque de Monaco. On a pas aussi. Voilà, Thiemo Bakayoko qui était ce gros travailleur du milieu de terrain, Mendy qui était ce latéral qui apportait beaucoup sur son côté. Je pense que au-delà de l'argent encaissé par cette équipe de Monaco, il y a eu un recrutement qui n'a pas été de qualité pour remplacer ces joueurs. Keita Baldé qui doit remplacer Mbappé est encore en train de balbutier. Moutinho se retrouve un peu seul parce que l'apport des Jovetic, de Lopez, des Tielemans n'ont pas pu remplacer valablement les Thiemo Bakayoko et autres qui sont partis dans cette équipe de Monaco. Donc ici, le Champions League, on a réveillé la Maison Blanche après avoir joué un mauvais match contre Tottenham. La Maison Blanche s'est imposée 0-6 et qui s'est qualifié? Je parle Maison Blanche, donc du Real de Madrid. Donc c'était vraiment pour terminer avec la Champions League. On va passer maintenant à l'Europa League si on a les tableaux. En Europa League, beaucoup d'équipes qui sont même pratiquement déjà qualifiées. Par contre, là, on a par contre des groupes assez homogènes. J'aurais voulu voir sur ces tableaux si on peut voir la suite, notamment le Partizan de Belgrade, Young Boys, donc le Partizan de Belgrade qui gagne de 1. Rappelons que le Partizan nous concerne parce que c'est là-bas où joue Gaylor Kanga et qui est l'une des pièces maîtresses dans le milieu de terrain de cette équipe. On a pu voir aussi, pour ceux qui ont pu suivre les matchs du jeudi, ce fameux match entre Marseille et le Konyaspor de Malik Evouna. Ça a été un match difficile pour notre compatriote qui, je l'ai trouvé un peu esselé au sein de l'attaque de cette équipe de Konyaspor qui était plus défensive, avait plus étoffé son milieu de terrain, malgré quelques, on va dire, déboulés de son compère d'attaque, celui-là qui joue sur le côté, l'Ivoirien Fofana, qui a donné quelques frayeurs à la défense
Marseillaise, mais ça a été plutôt un Malik Evouna qui était vraiment esselé dans cette équipe. Le but de Konya Sport vient même contre le cours du jeu. Cette équipe réussit à marquer un but et Marseille s'en sort bien avec, on va dire, ce but de dernière minute où il y a une erreur sur la sortie du gardien du Konya Sport et Quinton Dié qui ne fait qu'en fait replacer le ballon. Le ballon n'était même pas cadré. Et c'est le défenseur congolais du Konya Sport qui, lui, en voulant dégager, met le ballon dans ses propres buts. Ok, donc on termine avec l'Europe Football. On va parler un peu de la Coupe Davis parce que c'était à Lille, la France qui recevait la Belgique en finale de Coupe Davis. Pour qu'on parle de la France, évidemment, on ne va pas ne pas le souligner. Il y a quand même un certain Yannick Noah là-bas. Pour qu'on parle des Belges, oui, tout le monde sait pourquoi. Ben voilà, donc voilà un peu Aziz, oui. Et justement, enfin là, je vais dégratigner Jérôme, parce que j'entendais des Belges dire que le dimanche, la Belgique gagne toujours. Mais là, ce dimanche, la Belgique n'a pas gagné. Oui. C'est la France qui a remporté le Saladier d'Or. Et je crois que c'est le leadership de Yannick Noah qu'il faut saluer. Oui. Parce que ça fait quand même 16 ans que la France n'avait pas remporté de Coupe Davis. Il était même très critiqué sur ses choix, surtout les choix des joueurs pour la finale. Finalement, c'était je crois qu'il y a 2 ans, ils étaient en finale et ils ont été éliminés par... C'est un manager charismatique. Il y a son expérience de champion qui a servi. Hein. Oui, c'est tout à fait ça. Vous voyez bien que Yannick Noah est passé par là. Il a joué lui-même aussi la Coupe Davis et il l'a remporté. Et donc, fort de son expérience et à la tête de ces jeunes pousses, il les a poussés et les a amenés à remporter ce trophée. Tout simplement parce qu'il a le vécu, il sait ce que c'est. Et donc, il sait mieux manager que quelqu'un d'autre. Ça nous amène à revenir par rapport à ce que dans l'histoire aussi de Davis, puisqu'il est, je crois, le 2e ou le 3e coach à avoir gagné cette 2 fois coach, 3 fois en tant que capitaine de l'équipe. Donc ça nous ramène à ce que François disait tout à l'heure, quand il pouvait accompagner les joueurs en match officiel, il pouvait de temps en temps leur donner conseils. Ici, ce n'est plus Yannick Noah qui joue, il ne donne que des conseils et ce sont les joueurs qui vont sur le terrain. Donc, avoir des exemples comme eux qui peuvent donner des conseils aux jeunes, ça peut aussi payer. Donc c'est tout simplement pour faire le parallèle entre Yannick Noah, qui est évidemment le capitaine de l'équipe nationale de Coupe Davis de France, qui a gagné. Mais je tiens quand même à souligner, c'est vrai que les Belges ont dit que quand ils jouent le dimanche, ils gagnent. C'est une finale qui a été vraiment complète parce que c'est très serré, 2-2 et d'un point évidemment, ça pouvait tomber d'un côté. À 2-1, on pensait que Tsonga pouvait battre Goffin, mais ça n'a pas été le cas. Donc les deux pays méritaient d'être en finale, mais comme il faut toujours un gagnant, c'est la France qui a gagné. Bravo aux Français. On ne peut que terminer cet élément comme cela. Donc maintenant, on va passer à la 3e partie de notre émission où on va parler un peu du TP Mazembe. TP Mazembe, un peu encore, parce que tout simplement, on l'a si bien dit, malgré tous les problèmes qu'a pu vivre le président du TP Mazembe, Mazembe est toujours présent sur la scène, non seulement nationale et internationale. Le tout-puissant Mazembe qui a remporté la Coupe de la Confédération 2017 après celle de 2016 rentre un peu plus dans l'histoire du football africain. Le club fondé par les moines bénédictins d'Élisabethville aura fait du chemin depuis sa création en 1939. En effet, les Corbeaux comptent à ce jour 5 titres en Ligue des champions de la CAF, des titres qu'ils ont glanés en 1967, 1968, 2009, 2010 et 2015. À cela s'ajoutent les 2 titres de la Coupe de la Confédération fraîchement remportés. Un titre en Coupe des vainqueurs de Coupe gagné en 1980 et 3 Super Coupes d'Afrique remportées en 2010, 2011 et 2016. 11 titres africains au total, ce qui fait du club de Moïse Katou la 2e équipe la plus capée d'Afrique. Seule la pyramide Al-Ali du Caire avec ses 19 trophées continentaux fait obstacle au tout-puissant. Au plan national, les joueurs de Lubumbashi sont seuls au monde. Le tout-puissant Mazembe qui vient de remporter son 16e titre national est quintuple détenteur du championnat congolais. Et depuis 2006, ils ont raté le coche qu'à 3 reprises. Vainqueurs de la Coupe de la RD Congo à 5 reprises, ils ont également remporté la Super Coupe du Congo 3 fois.
Le Tout-Puissant a également le mérite d'être le premier club africain à disputer une finale de Coupe du Monde des clubs, devenant même la première équipe non européenne ou sud-américaine à atteindre ce niveau de la compétition. Mazembe possède également un centre de formation appelé Katumbi Football Academy et dirigé par le Français Régis Laguesse, ancien footballeur devenu entraîneur. François, on a envie de dire respect au TP Mazembe. Oui, effectivement. Et là, vous venez de le rappeler par le nombre de titres qu'a remporté cette équipe. Et ce n'est pas d'aujourd'hui que la suprématie de cette équipe est mise en exergue au niveau de l'Afrique. C'est un travail de fond, de patience que les dirigeants ont dû faire. Parce qu'à un moment, il faut dire qu'il y a eu cette cassure-là. Il n'y avait plus de clubs de l'Afrique centrale, notamment de l'ancien Zaïre, aujourd'hui RDC, qui accédait à cette trophée. Tout simplement parce que il y a eu une sorte de cassure déjà à tous les problèmes politiques qu'il y a eu dans le pays. Et puis un homme s'est levé et a mis en place une organisation qui aujourd'hui paye Oui, je vais insister. les fruits de... Je vais insister sur l'organisation parce que ici, on ne va pas dire un maillon de la chaîne manquait, on parle quand même de la tête. Qui, quand je dis manquait, façon de parler, les problèmes qu'a connu le président du TP Mazembe, on le sait depuis un an et demi. Malgré cela, je continue à dire ça fonctionne parce que tout simplement derrière, il y a une structure qui est mise en place. Et oui, je vous laisse continuer, Mermoz. Mais déjà, il faut savoir qu'il n'est même plus le président du Tout-Puissant Mazembe. Il est comme un président d'honneur maintenant, qui s'est retiré de la présidence. Il a laissé ce club à sa femme. Et comme l'a bien dit François, c'est l'organisation. Ouais. C'est de là que part où ce club est fort. Et là où on dit Moïse Katumbi a réussi, là où les autres ont du mal à réussir. Faire confiance aux autres. Et pour ma part, si je prenais un exemple avec, c'est vrai que comparaison n'est pas raison, si je prenais un exemple avec ce qui se passe ici chez nous, on a ces présidents de clubs, quand ce sont leurs clubs, on a du mal à leur enlever ce type de président, ils ont du mal, eux, à déléguer. Et c'est là tout le problème. Moïse Katumbi est d'abord un homme d'affaires, donc il sait ce que c'est que le management, la gestion. Il sait qu'il n'a pas besoin d'être là au quotidien pour que les choses se fassent. Il donne les notes et la musique est mise en place par l'orchestre que lui, il dirige tranquillement en dehors du club. Déjà, il a laissé cette direction du club parce qu'il se lançait dans la politique. Ouais. Il se lançait aux élections du gouvernorat de la province. Il a gagné. Il s'est retrouvé en politique, ne voulant pas justement que cette politique vienne interférer dans la gestion de son club qui marche bien. Et puis, il a préféré se retirer de la gestion du club, c'est-à-dire de ce titre de président actif du club et garder ce titre de président d'honneur. Pour parler maintenant de ce tout-puissant Mazembe, ce qui est fort avec ce club, c'est que il y a eu deux époques. Il y a eu cette époque d'antan, dans les années 60, 70, où ce club de l'année tout, avec comme seul concurrent le national Ali pratiquement d'Égypte. Et puis certains clubs de l'Ouest qui donnaient avant, notamment les gagnants de l'Ashanti Kotoko, par exemple, si on pouvait citer que cela. Et après, il y a eu ce problème du Zaïre qui a, vous vous rappelez, basculé un peu dans cette guerre civile avec le départ de Mobutu, l'arrivée de Kabila. Il fallait d'abord reconstruire le championnat, ce que les Zaïrois, les Congolais ont réussi à faire, c'est-à-dire remettre déjà un championnat, je ne vous dis pas, qui est de qualité, dès lors qu'il y a même l'engouement du peuple dans ce championnat. Je vous dis que chaque club a des fans, un fan club vraiment très étoffé avec plus de 1000, 2000, 3000, 4000, 10 000 membres pour certains clubs. Si à part Tout-Puissant Mazembe, on pourrait parler du Motema Pembe, du Vita Club par exemple. Mais après, Moïse Katumbi, quand il reprend ce club qui, rappelons-le, a toujours cette compagnie Eudeberg, qui est toujours derrière ce club, qui est resté fidèle à ce club, compagnie où on sait que Moïse Katumbi est grand actionnaire, a repris les choses en main, a remis ce qu'il y avait déjà, et en plus, s'est collé aux normes actuelles du football international.
stade propre, leurs propres installations, stade, voilà, un avion. C'est le seul club d'Afrique subsaharienne à avoir son propre aéronef aux couleurs du club. Donc c'est pour vous dire. En Angola aussi, il y en a. Oui, et donc c'est pour vous dire que donc, ce club est dans les normes qu'il faut pour pouvoir briller sur la scène internationale. Aziz, en 30 secondes, l'élément parlait quand même de l'un des seuls clubs africains à avoir joué la finale, la Coupe du Monde des clubs. Ouais. Oui, mais il n'y a qu'à voir la nomenclature de l'équipe à ce moment-là. Je crois qu'il y avait 2 joueurs de ce dispositif-là à l'époque. Enfin, l'un des 2 joueurs se trouve aujourd'hui dans un club en Angleterre, je pense. Et il y avait un autre qui était également la star de l'équipe nationale, un autre joueur que Moïse Katumbi à l'époque avait dû retenir parce qu'il lui avait fait une proposition salariale plus intéressante. Donc à ce moment-là, le club disposait de ce qu'il y avait de meilleur. C'était les 2 trésors. Trésor Trésor Poutou. Ce sont les 2 trésors qui ont été les 2 grandes stars. Tout simplement pour dire, je vais conclure en disant tout simplement pour dire respect au TP Mazembe. Félicitations au TP Mazembe. Merci de nous avoir suivis parce que, vous savez, on peut parler jusqu'à demain, hein, François. On peut parler jusqu'à demain. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai même envie de dire qu'on reviendra encore sur ce sujet, le premier sujet dont on a parlé, par rapport aux joueurs, aux anciens joueurs, dans nos prochaines émissions. Ce ne sera pas forcément la semaine prochaine, mais on trouvera bien un temps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de recaser l'un ou l'autre par rapport à la suite. On parle quand même de joueurs à la suite de leur carrière. Donc, on vous remercie, François, on vous remercie vraiment pour avoir répondu à notre appel. Et on espère que quand on aura encore besoin de vous répondrez présent. Donc, merci encore, François, pour nous avoir rendu visite. Non, pas de quoi. Okay. Tout le plaisir est partagé. Aziz, Mermoz, Jérôme, nous sommes tout simplement en train de dire là que Gensport vous quitte rien que pour un petit moment, une semaine, j'ai envie de dire 6 jours, 21h heure de Libreville lundi prochain, 20h heure de Conakry. On vous dit ciao et à la semaine prochaine. Bye bye.